Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans une panoplie des domaines. On les met sur la table et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays reste dominée par la marche dispersée de messieurs Martin Fayoulou. On parlera de ça et des propos également que beaucoup critiquent de messieurs Martin Fayoulou. On fera une escale dans le couloir des dossiers judiciaires, l'affaire Matata Ponyo qui doit en principe être appelée le 25 septembre prochain, d'autres affaires, notamment l'IGF et Teni Longondo. Un invité sur ce plateau, un frère, un ami, un confrère, un futur confrère, comme avocat, Maître Laurent Odiemba. Maître Laurent Odiemba, bonsoir. Bonsoir, seulement je suis interdit par notre déontologie à t'accepter comme confrère parce que sinon on va me sanctionner, tu n'as pas qualité. Non, mais je ne suis pas... Ah, j'ai dit un ancien confrère et un futur confrère, c'est-à-dire un ancien confrère comme journaliste, un futur confrère, peut-être que je serai avocat de... Tout licencié n'est pas avocat, tout licencié en droit, mais si toi tu aimais le vœu de venir dans mon cabinet comme stagiaire, tu as le feu vert, déjà aujourd'hui. Tu vois pas, mais pour la caïmentation. Bon, je ne communique pas sur... des pratiques dont vous n'avez sûrement pas la garantie de prouver. On a déjà entendu la caïmentation, mais aujourd'hui, le métier d'avocat est devenu beaucoup plus différent qu'hier. Donc, nous avons des barreaux beaucoup plus flexibles aujourd'hui, une expertise avérée. On a des bâtonniers qui sont modernes. Tu sais, je profite pour saluer l'honoré confrère, monsieur le bâtonnier national et les deux bâtonniers, le bâtonnier Koko Kayoudi et le bâtonnier Mbaki. On a la fierté d'être avocat, même si je ne parlais pas ici comme avocat, mais pas que vous en parlez. Donc je voulais faire un coucou à ces honorés confrères qui font la différence, parce qu'il n'y a pas d'avocat sans barreau. Et il n'y a pas de barreau si vous n'avez pas un éclaireur, un visionnaire comme bâtonnier. Mais ça fait toujours plaisir de t'avoir sur ce plateau parce que moi j'aime toujours avoir Laurent dans sa triplette, casquette, à la fois juriste, scientifique, mais aussi opérateur politique. Laurent, ça fait longtemps, on ne vous voit plus dans le couloir de télévision. Les rumeurs ont circulé que vous avez été victime de plusieurs menaces et vos détracteurs ont dit que vous avez eu peur. Le régime de Tshisekedi vous a ramené à rentrer dans le trou. Est-ce vrai ou ce sont des rumeurs? Bon, c'est vrai que j'ai été suffisamment menacé. Et à un moment donné, mes proches m'ont dit qu'il fallait faire attention. Parce Par que, des personnes identifiées de ces régimes? Non, non, c'est des appels anonymes. Le matin, toi, tu as dit à Katoumbi de quitter l'Union sacrée. Au moment, on t'a communiqué la plaque de ta voiture. Et puis le lendemain, on te dit non, bon... on sait, au fin de la place, même si pour la plupart des gens, par rapport à mon adresse, ils sont encore dans la chaîne version, ils n'ont pas pu identifier effectivement la plupart des fois où je reste, mais des appels assez coordonnés, et vous avez vu que c'est sérieux. J'ai apprécié parce que avec mes gens, avec les gens que j'écoute, mes proches, on a apprécié, on a vu que c'était beaucoup plus organisé. Que le même discours, même si tu sors d'une alimentation, tu veux acheter quelque chose aux enfants, tu vois un groupe de gens visiblement organisés qui disent à la sortie, en fait, tu vois qu'on a monté un scénario pour te permettre justement de uniquement de pour te faire passer un message. Passer un message, et si tu oses réagir tout de suite, tu es pris en charge. Heureusement que nous avons abandonné le côté physique, parce que tu sais que je suis karatéka. Moi, je suis karatéka, mais j'estime qu'à un moment donné, on ne recourt à ces moyens-là que de façon ultime. Avec un gros ventre comme ça, karatéka, il faut oublier. Ne vous en faites pas. Défendons-nous autrement. J'ai une ceinture verte, donc ce n'est pas une prétention, mais j'estime que comme je suis sportif, mais le message c'est que j'étais suffisamment menacé, mais ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté. Et en politique, il faut du recul pour avoir les rétroviseurs, pour voir les radars, en vue de vous permettre de vous projeter. Mais il faut dire aussi que j'étais très affecté par l'arrestation de Jacques Ndala, parce que j'ai estimé que c'était un débat politique qui n'avait pas de rapport avec le judiciaire au sens classique, mais que
les destins, on a décidé autrement par la volonté de ceux qui sont censés même nous protéger et accepter la contradiction. Il n'y a pas de politique sans contradiction. Mais qu'aujourd'hui, il est allé en prison, ça m'a beaucoup affecté. Mais aujourd'hui, parce que vous avez besoin de moi, je suis là. Mais Jacques Ndala, il paye quand même pour ce qu'il a dit, non? Ces détracteurs disent qu'il a enflammé la République. Vous êtes juriste, vous-même, vous avez même été son avocat, condamné en première instance et confirmé pratiquement en second degré. Bon, je dois dire que le mot n'a de sens que si on a bien identifié le contexte. Vous connaissez le débat qu'il y a eu autour de la loi Tchani, ou de la proposition jusqu'au niveau où, au moment où Honorable Pouloulou a adopté la proposition, et nous le savions, on l'avait déjà dit avant, nous le savions que cette proposition va être adoptée parce qu'il y a eu des réunions. On était déjà informés qu'il y a eu des députés qui étaient associés à cette démarche. C'est une démarche politique. On était déjà en train de voir venir le fait que ça va être doté d'un lot de députés qui vont devoir porter les fardeaux en vue d'exclure des gens. Et nous, nous sommes politiques. Nous sommes dans une république dite d'état de droit. Nous disons cette proposition énerve la Constitution, énerve la Charte africaine des droits de l'homme, énerve le droit en la matière et que nous ne pouvons pas construire une exclusion sur une autre. Et que vous savez que dans le show politique, Jacques n'a fait que dire, vous connaissez tous l'adresse de l'auteur, du moins physique, de cette idée de la loi d'exclusion. Nous allons aller lui déposer la Constitution pour lui signifier que l'article 10, l'article 13, il n'est pas, je voulais dire, autorisé à exclure une déjà catégorie de Congolais. Déjà, quand on dit la nationalité congolaise est d'origine et d'acquisition, il y a déjà une catégorie d'exclusion. Et si vous commencez à exiger aux gens qu'ils aient absolument un père et une mère congolais pour prétendre postuler à la magistrature suprême pour des raisons inavouées, en sachant que la manivelle est orientée vers un individu parce que seulement il fait peur politiquement, et que dans la confrontation politique, vous estimez que cela vaut violation, ou comment on a appelé ça, tentative à l'inexécution, ou je ne sais pas moi quel est le mot qu'on a voulu donner à Jacques Ndala en disant, écoutez, désobéissance aux lois, mais que dans l'ossature, ici je ne m'exprime pas comme avocat, je parle comme opérateur politique, dans la suite de la procédure, nul n'a pu nous démontrer en quoi le fait d'avoir fait ces meetings-là au siège du parti, devant des militants du parti, était une tentative, ok, encore ça n'a été qu'une tentative de désobéissance aux lois. Parce que si on veut désobéir à une loi, il faut déjà l'identifier. Maintenant, est-ce qu'une proposition, un projet de loi, qui est encore en bureau d'études, j'entendais encore son auteur, je voulais dire ici, matériel, dire que c'est encore en bureau d'études, on peut condamner un compatriote pour tenter de demander au peuple de ne pas la respecter ou bien l'exécuter. Ça n'a aucun sens. Je ne l'ai pas assisté au premier degré, je l'ai assisté au second degré. Et vous avez suivi ce que j'ai dit au ministère public. Vous avez dit que vous étiez prêt à déchirer votre toge. Le ministère public devait, à tous les niveaux, comme l'organe poursuivait dans un procès pénal, asseoir son argumentaire sur la loi. D'abord, commencer par nous identifier la loi qui devait être violée. De deux, nous démontrer en quoi le comportement de Jacques aura énervé une disposition légale et aura réuni les trois éléments qui sont classiques pour qu'on retienne une infraction en droit pénal. L'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. Personne n'a pu le démontrer et j'ai dit au ministère public, si c'est dans cette orientation que vous allez, alors je vais déchirer ma toge. Ce n'était qu'un message, une façon de dire que l'état de droit, c'est l'équilibre devant tous. Et vous vous rappelez que dans ce même pays, on a suivi des compatriotes faire des déclarations et même des insinuations, et voulaient même me dire des accusations contre d'autres camps, en disant on a appris que dans tel groupe on a donné des machettes pour poser tel acte. Tel autre a dit aujourd'hui, pour interpeller un membre de l'UDPS, il faut le magistrat réfléchir 2-3 fois. On a entendu parler des armes, ça signifie qu'on a énervé le droit pénal militaire. Mais ces gens n'ont jamais été interpellés. Et je me pose la question, est-ce que c'est le même état de droit que le président Félix Tshisekedi, qui est le nôtre, pas qu'on a combattu aux côtés, depuis toujours, pendant 37 ans. C'est notre maire de l'opposition, jusqu'à l'avènement, quand nous terminons les études, nous allons ensemble au combat, on était aux côtés du président,
qui a la volonté politique à vouloir mettre tous les Congolais dans la balance de l'état de droit, et que les gens qui sont censés l'aider autour de lui et dans son parti politique prônent la différence. Et ça, c'est très malheureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Laurent, vous en parlez avec votre cœur, les téléspectateurs vont certainement s'en rendre compte. Il y en a comme vous qui ont combattu avec Tshisekedi, qui disent qu'aujourd'hui, l'extrémisme primaire de l'anti-kabylisme n'a plus sa raison d'être dès lors que le régime qui est arrivé sur place commence à faire du néo-kabylisme. Vous regrettez Kabila, vous Laurent? Vous pensez qu'aujourd'hui, entre Tshisekedi et Kabila, c'est blanc, bonnet blanc, oui, il y a des changements, il y a des choses sur lesquelles vous voyez la rupture. Je l'avais dit à un moment donné que je regrettais Kabila. D'abord, parce que Kabila est un compatriote. Tu sais, il n'y a pas de mal à reconnaître les mérites de l'autre. Kabila a eu des mots, et vous savez que moi, sous Kabila, je n'ai jamais occupé la moindre responsabilité. Ce n'est pas que je n'avais pas de sollicitation. Mais qu'on peut tout dire de Kabila, je crois que nous l'avons évalué. On a évalué son degré de méchanceté ou de mégestion avec une dose très passionnelle. Sous Kabila, on ne pouvait pas identifier que X personne est attachée au président ou rattachée au président, mais qui a de l'influence immédiate sur le juge. C'est possible maintenant? Je dis ceci, et ce n'est pas moi qui le dis. Le président Félix a dénoncé qu'il a eu des échos que certains de ses collaborateurs immédiats étaient en train d'organiser ce que moi j'appelle à mes mots, des arrêts sur commande politique, à surveiller les juges et à donner des injonctions dans tel autre sens. Kabila avait beaucoup de défauts, mais au même moment que la politique du président est basée sur deux concepts majeurs. Le peuple d'abord, qui est une dimension politique, est une dimension sociale et politique, et l'état de droit qui est en fait la confection de la gouvernance étatique au travers le fait que tout le monde doit être mis dans la balance devant la loi. C'est ça l'équité, c'est ça la valeur. Et ces deux concepts ont une implication immédiate sur le social des Congolais, sur le développement durable. Regarde l'indice, ce qu'on appelle le PIB, les produits intérieurs bruts dans notre pays. Regarde les cadres macroéconomiques, regarde le climat des affaires. Mais tous ces deux concepts-là, si vous faites une approche diachroniquement, je voulais dire dialectique, quant à l'avancement des pays comme nation, comme État et comme gouvernement, vous allez vous rendre compte que de par ces deux concepts-là, on peut pondre un bon programme de gouvernement qui puisse faire l'éclosion du développement. Mais que dans la pratique, qu'est-ce que nous en faisons? C'est resté de 20 mots. L'état de droit, j'ai cité le cas de Sakindala, et nous avons énuméré sur les cas de Tengi Ngongo dans le couloir en disant comment quelqu'un qui quitte qui est interpellé pour tel chef de problème, il y va en prison, le secrétaire général du parti présidentiel rend visite et dans les 48 heures, la personne sort pour des raisons de maladie et dans les 7 heures, la personne est au sein du parti en train de faire un meeting et de parler de peuple d'abord avec des signes de victoire. Vous voulez toujours continuer à nous renvoyer les messages de l'état de droit? Mais dans la même circonstance, il y a des gens qui croupissent, pas de procès expéditif. Mais moi j'ai la conviction que le président Félix Tshisekedi n'a pas de raison demain à dire qu'il n'avait pas 15 personnes. Parce que nous, quoique nous ne sommes pas responsabilisés, nous allons servir d'alerte. Parce que moi, Onyemba, je continue à croire la bonne foi du président. Je pense que je n'ai pas évolué d'iota quant au respect, à la considération et à la volonté politique affichée par le président à vouloir confectionner un état de droit dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'il fait de l'entourage? Parce qu'on peut lui reprocher demain de n'avoir pas réussi. Lui va dire je n'avais pas l'entourage, mais on va lui rétorquer, mais c'est toi qui as choisi l'entourage, monsieur le président. Tu es quand même le fils d'Étienne Tshisekedi à Moulumba. Je me suis amusé à suivre les discours à Kabea Kamwanga, de l'administrateur des territoires à la visite de Maman Marthe et de Maman Denise. Ce qu'ils ont dit au président, qu'il n'y a même pas un bâtiment pour la territoriale, que l'eau est un luxe, qu'il n'y a pas de sel pour manger, même si tu as ton gibier. Mais le président va être distrait par tous ces gens qui
qui pensent qu'accompagner le président, c'est insulter Katumbi, c'est insulter Bemba, c'est monter le scénario contre Bahati Lukwebo, c'est occulter, faire des débats sur l'IGF, a fait ceci, et tel a fait cela. Ce n'est pas normal. Il faut un temps pour travailler quand on a gagné les élections. Vous ne répondez pas à ma question. Donc Kabila, c'était mieux que Félix Tshisekedi. Non, mais c'est tout ça qui sous-tend mon argumentaire. Je n'ai pas dit qu'il était mieux pour Tshisekedi. Mais je dis il y a des comportements qu'on a en fait identifiés dans Kabila qui nous manquent aujourd'hui. Qui nous manquent aujourd'hui. Notamment le fait que tu ne pourras pas trouver sur les coins de Kinshasa des militants de PPRD en train de prendre des micros et des téléphones et d'insulter tout le monde, sans gêne. Et on fait le procès dans la rue. Et je peux te dire aujourd'hui que, tu peux remarquer, on sait qu'il y a telle ONG. Quand telle ONG a tweeté, ou a fait une déclaration, sur Pero Luawa, dans 48 heures, on va t'arrêter. Je me demande d'où vient la synergie entre ceux qui font des meetings politiques, les structures de la société civile, les ONG non gouvernementales, les décisions du judiciaire. Comment vous pouvez justifier cette synergie? Si ce n'est que tous sont sous un baobab et que les informations viennent à temps réel de ces baobabs et que chacun diffuse selon qu'il peut. Il y a même certains médias qui sont dans ces sales draps. Mais je disais au président, vous êtes le magistrat suprême. Vous êtes le premier des Congolais. Il n'y a pas de Congolais sortis de l'UDPS, d'ensemble, de l'Union sacrée, qui soient supérieurs aux autres. Et je suis rassuré que le président a beaucoup fait. Maintenant, il peut aussi oublier certains domaines et se focaliser sur l'entourage. Se focaliser sur ceux qui sont en train de diluer de l'intérieur. Parce que le lendemain, parce que demain, l'ennemi de Félix Tshisekedi va être au sein de l'UDPS. Le président ne va jamais brandir le fait qu'on a arrêté Matata, qu'on a arrêté Jacques Ndala, qu'on a arrêté Eteni comme projet de société. Le président, on lui posera la question, monsieur le président, après 5 ans, malgré l'argument Covid, est-ce que tu as pu nous donner à manger? Tout ce qu'on fait sur la diminution des prix d'avion, c'est cosmétique. Nous sommes 120 millions de Congolais. 400 000 Congolais montent dans les avions. Il y en a qui font 3-4 fois des mouvements par mois. Donc, à peu près, c'est 17% des Congolais qui montent dans les avions. En quoi diminuer un billet d'avion, ok, peut impacter sur les sociétés des Congolais? Laurent Niema est donc notre invité ce matin. Laurent, restons dans le couloir des cours et tribunaux. Je vous ai reçu plusieurs fois ici. Nous avons parlé de l'affaire Matata Ponyo, lever des immunités, pas question. Et là, le procureur, je veux dire la Cour constitutionnelle même, a décidé d'appeler l'affaire Matata Ponyo. Donc le 25 ici, Matata Ponyo doit se retrouver devant la barre dans l'affaire Boukan Alonso. Est-ce que c'est du droit? Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est des rumeurs? Laurent Nimba, là j'ai fait appel à votre casquette des scientifiques, des chercheurs en droit pour que vous nous expliquiez. Matata doit donc répondre de son affaire qui a été fixée devant la Cour constitutionnelle, l'affaire Boukan Alonso. Est-ce que c'est du droit, Laurent Nimba? Bon, écoutez, il est d'abord déontologiquement impossible que j'opine sur un dossier dans lequel je suis... Ici, je ne parle pas à l'avocat, je parle aux chercheurs. Non, non, mais maintenant, à partir du moment où je suis affiché dans ces procès, je ne peux pas opiner. Vous connaissez toute ma théorisation et toute ma position quant à ces procès. Ce que nous savons, c'est que le sénateur Matata a été appelé, en fait, a été, comment on peut dire en droit, a reçu sa citation à prévenu, et que le 25 octobre, il va devoir pratiquer la Cour constitutionnelle pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et la baguette d'arguments que nous avons n'ont pas évolué d'iota. Ça sera la première fois, parce que vous vous rappelez que le scénario qui s'est fait au niveau de l'Assemblée, plutôt du Sénat, ne nous a jamais convaincus dans la démarche d'une procédure contradictoire classique. Vous savez au même moment que au niveau de la Cour constitutionnelle aussi au parquet, c'était le même exercice. Matata est arrivé, on lui a posé la question, il a dit « Je ne peux pas opiner sur tel dossier parce que j'estime que le Sénat, par sa résolution XY, n'a pas autorisé les parquets à pratiquer cette procédure. » Et on en a fait état comme procès verbal, et c'est sur base de ça, ok, qu'on l'a mis devant la Cour constitutionnelle. Tu sais, il y a une longue théorie
aujourd'hui, il y a une longue théorie sur cette confection de la politique criminelle avec les coupables désignés. Nous allons pratiquer la Cour et nous avons la conviction, au regard de l'expertise qu'il y a à la Cour constitutionnelle, que nous allons donner le moyen de droit et que nous aurons du droit parce que le chef d'État a planté le décor sur l'état de droit. Ce qui me préoccupe par contre, c'est sa situation sanitaire. Ça ne relève pas du droit. J'estime que ça rentre parmi les droits fondamentaux. Il est toujours malade. Le droit on a appris qu'il a été empoisonné. Et le droit à avoir accès à un médecin. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais eu ce droit-là et nous pensons, parce qu'il a écrit au chef de l'État, il a écrit au procureur général après la Cour constitutionnelle, il a écrit au président de la Cour constitutionnelle, nous pensons que le 14 est suffisamment long et ça va faire plus d'un mois et Matata n'est plus quelqu'un qui va fuir parce qu'il a toutes les garanties autour de lui. Il était déjà en Guinée quand l'affaire est sortie, il est venu, on ne sait pas pourquoi il va fuir. Mais quant au procès, je ne peux pas opiner sur la procédure, sur la compétence, sur les moyens de référabilité, sur... Non mais là je parle quand même au chef des travaux Laurent Onyemba sur la question des immunités, des inviolabilités. La Cour se base notamment sur une incise quand vous voyez la décision du Sénat qui lève les immunités de M. Matata. Est-ce que vous restez attaché à la théorie selon laquelle M. Matata a vu ses immunités ou ses inviolabilités être élevées seulement sur la question de la zarianisation et que de ce fait, il ne peut donc pas être entendu sur la question de Boukangalonzo ou, comme les procureurs ou certains de ses proches estiment, quand vous lisez la décision du Sénat, la décision est claire, on a levé les immunités de Matata sur un peu tout. Non mais écoutez, cher ami, parce que la question elle est devenue scientifique et parce que vous connaissez mon opinion, je n'ai pas évolué d'iota. Aussi bien de l'interprétation légale que de la dimension jurisprudentielle, il a été démontré. Et ça date des années. Je pense que quand on a pondu la jurisprudence à laquelle j'ai fait allusion, tu étais encore mineur ou même, je ne sais pas moi, 10 ans. In tempore non suspectu. Que quand on lève les immunités sur une question, les immunités sont uniquement levées pour une X question et qu'on ne peut pas opposer cette problématique à la théorie de l'élargissement des immunités. Ça n'a aucun soubassement, ni doctrinal, ni jurisprudentiel, ni légal. Maintenant, est-ce que c'est le moment de faire état de cette question-là? Nous écrivons dans une approche doctrinale, mais aussi nous avons un rendez-vous avec l'histoire devant la Cour constitutionnelle et que nous allons démontrer que toutes ces théories-là n'ont pas le droit de citer en droit positif congolais. Vous entendez? Et donc, j'estime que pour la consommation de la science, nous devions à un moment donné faire le bilan de l'argumentaire sur la théorie de l'exclusivité, de l'élevé des immunités, ou de la globalité, ou de l'élargissement. Vous avez vu ma lettre qui a été fouillée sur les réseaux sociaux, et je peux vous la donner en copie. Je suis logiquement en dégageant 5 conséquences sur la problématique des immunités parlementaires. Vous pouvez bien lire l'article 217-218 du règlement d'intérêt du Sénat qui était déclaré conforme à la Constitution. Vous pouvez lire les articles 166 alinéa 1er de la Constitution. Le droit loge dans la nuance. Et la beauté du droit en soi, c'est cette technicité-là à confectionner une dynamique qui n'énerve pas les lois de la République, cher ami. On peut l'interpréter de cette manière-là aujourd'hui, mais le lendemain, ça peut être contre-productif. Contre la même personne qui l'interprète de cette manière-là. Et la société nous a donné, nous a légué des exemples, une panoplie d'exemples. Mais donc, vous allez prendre votre mal à patience, il faut venir au procès. Je suis en train de creuser. Vous croyez en la justice? Vous pensez que Matata peut s'en sortir? Quand on sait que Kamere est parti, il est sorti avec plus de 10 ans. Quand on dit également que Matata est sur la liste des candidats présidents de la République et qu'il faut absolument... Je parle de ce qui est rapporté notamment dans les réseaux sociaux. Mais vous êtes confiant, vous croyez que vous pouvez faire bouger les lignes au niveau de la Cour constitutionnelle avec les dossiers Matata? Mon cher ami, avocat de mon État, si je ne crois plus en la justice, c'est qu'alors je suis un homme mort. Je n'ai pas dit que la justice est blanche comme la neige. Ou que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de confectionneurs d'arrêt sur commande politique. Mais je sais toujours que à la Cour constitutionnelle, le professeur Ngondanko il a enseigné, le professeur Issambo l'a enseigné, le professeur Kalouba m'a enseigné, il y a ce qu'on appelle l'audace du juge. Il y a même une théorie de professeur Ngondanko sur l'ingratitude du juge. Parce que si tu vas à la Cour constitutionnelle, du point de vue de sa composition,
tu vas te rendre compte que 9 viennent du président de la République, 9 viennent du Conseil supérieur de la magistrature. 3, vous parlez de 3 ou de 9? Je voulais dire 3 viennent du président de la République, 3 du Conseil supérieur de la magistrature et 3 viennent du Parlement. Et le fait que ces juges soient en fait aujourd'hui 9 et que leur mandat, ok, soit de 3 ans, 3 ans, 3 ans, d'ailleurs normalement, quand il y a 9 juges à la Cour constitutionnelle, dans les 30 jours, on doit faire un tirage au sort pour connaître qui vont faire 3 ans, qui vont faire 9 ans, et plutôt 6 ans, et qui vont faire 9 ans. Ces chiffres-là ont un cadre juridique en droit constitutionnel, ce que j'appelle le droit constitutionnel mathématique. Ok? Et parce que j'estime qu'il y a un sursaut qu'on peut trouver dans les chefs de juges. Quelqu'un s'est questionné hier, le professeur Bibombe. Il dit, si le juge constitutionnel est le garant de la Constitution, est le gardien de la Constitution, qui gardera les gardiens? Aujourd'hui, dans mes pauvres recherches doctorales, j'ai continué la réflexion après mon maître Bibombe en disant, mais qui gardera les gardiens du gardien? Et là, je me réfère à l'article 6 de la Constitution qui parle du souverain primaire. Le jour où on a dit à Compaoré, parce qu'on a fait Alpha Condé, parce que je suis contre cette militarisation du pouvoir, mais le jour où le peuple souverain, conformément à l'article 7 de notre Constitution, ok, et même à l'article 64, dit à un chef d'État, même si tu es au deuxième jour de ton mandat, nous ne voulons pas de toi, ce mécanisme-là est constitutionnel, selon moi. Parce qu'on a toujours enseigné... la Constitution mathématique. On a toujours enseigné les moyens d'accession au pouvoir, ils sont les moyens classiques. Moi, me référant sur le champ magnétiquement constitutionnel de l'article 5 de notre Constitution, j'estime que le peuple est souverain et le peuple est au-delà de la Constitution, du président et de tous les mécanismes d'accession au pouvoir. Donc, je continue à faire confiance à la justice parce que je sais qu'il y a des juges qui peuvent avoir de l'audace, mais que je sais que le contexte dans lequel nous sommes, dénoncé par le chef d'État lui-même, ok, qu'il n'est pas encore satisfait de l'action de la magistrature, nous ne pouvons pas y aller avec 100% de garantie, mais nous savons que... Donc le sort de Massata est déjà scellé, quoi. Non, je ne peux pas dire que le sort est scellé. Tu sais, le sort ne peut se sceller qu'à double dimension, au niveau du peuple, au niveau de Dieu. Nous qui sommes encore chrétiens, nous pensons qu'il y a une super structure qui commande le visible, qui va devoir rentrer dans la tête de chacun. Je n'ai pas dit que Matata doit être acquitté, mais je dois seulement dire aux juges qu'il faut qu'ils appliquent la loi. Et s'ils appliquent la loi, ils verront que Matata va être acquitté. C'est une dialectique facile. Non, mais ça c'est intéressant. On va donc suivre. Alors, on quitte le droit pour parler autre chose. Le roi Onimba, Kyungwa Koumaza a été enterré hier. On va au Katanga, justement. Beaucoup de choses se sont racontées autour de lui. J'ai reçu quelqu'un sur ce plateau qui disait que l'âme de Kyungu ne se reposera jamais en paix au regard de ce que Kyungu a fait. Quelle est l'image que vous gardez de cet homme, vous, Laurent Onimba? Vous pensez qu'il doit rentrer dans le panthéon de l'histoire ou vous pensez plutôt que sa place est dans la poubelle de l'histoire? Cher ami, moi je suis africain. Je suis africain, quoique né en ville, à 8000 km de la terre de ma mère. Mais écoutez, Perrault, on ne discute pas sur les morts. Chez nous, les morts sont sacrés. Papa Lutumba, dans la discussion un jour avec mon grand frère et mon musicien préféré, Félix Oazekwa, Félix me pose la question, mais pourquoi nous, on est en ville, on fait toute la vie en ville, mais quand on veut mourir dans le dernier testament, la dernière volonté, on dit, il faut m'amener au village. Papa Lutumba dit, non, mais quand il y a une guerre, quand il y a une confrontation, quand on veut vous renier votre identité, on vous pose la question, Bakunda Mutulu na yo wapi. Ça signifie que il y a comme une sorte de lien avec le sol, les liens spirituels. C'est comme ça que, même quand on les diffère sur la nationalité, on dit, et les gens ne connaissent pas, les gens lisent la Constitution de façon horizontale, mais ils n'en lisent pas dotés de l'approche anthropologique ou mystico-anthropologique, pas de mythe du genre occultiste, mais dans l'approche fondamentalement fouinée sur l'origine des rapports entre l'homme et la terre. On dit, la nationalité c'est les liens juridiques, mais on a oublié d'un côté les liens sociologiques et les liens anthropologiques. Tu vois un peu? Donc, papa est mort, moi j'en garde le souvenir de quelqu'un qui a combattu,
qui a traversé le temps, mais des moments parfois trop tumultueux. Je sais que beaucoup plus de gens rattachent son identité au refoulement de Kassaïens. Surtout que vous en êtes un vous-même. Vous-même, vous êtes un Kassaïen. Bon, écoutez, je ne suis pas très affilié à ces discours identitaires. C'est rétrograde. Ok? Moi, tu te rappelles qu'on se connaît depuis longtemps, mais qu'il n'y a pas une année que je sais que tu es du Kassaï. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand je t'ai entendu parler en Chiluba, je t'ai posé la question, je ne savais pas que tu étais Kassaïen. Ça c'est vrai. Ça je me rappelle. Tu étais surpris de savoir que j'étais Kassaïen. Mais est-ce que nous devons... Tu connais un Kassaïen qui a dit, bon, je suis Kassaïen, toi Pierrot, tu es très beau, tu es mon frère, viens, je te construis pour toi un immeuble. Tu connais un seul? Mais c'est rétrograde comme démarche scientifique. Donc, moi je rentre sur la question essentielle. J'ai vu les hommages du président Félix Tshisekedi, j'ai vu les hommages du président Moïse Katumbi. Sur la terre des hommes, il y a toujours le haut et le bas. Papa a fait son chemin, il y a eu des erreurs dans sa gouvernance, il y a eu des efforts, il y a eu des mérites, que son âme repose en paix. Et j'ai aimé le discours que j'ai trouvé dans Jacques Tiaboula, le gouverneur, qui a rappelé les péripéties de l'homme. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé quant à connaître le champ justement de ce qu'a pu faire notre papa Kungwa Kumanda. Mais j'en garde un bon souvenir. J'ai été avec lui dans le même avion pour l'Afrique du Sud. J'ai été avec lui à Lubumbashi, au salon du président Moïse Katumbi. Je garde de lui de sages conseils. Il m'a parlé de la constance en politique. Il m'a dit, si tu es en politique et que tu es un homme calme, tu es serein, même si on ne te découvre pas aujourd'hui, même si on ne te donne pas de fonction aujourd'hui, il y a toujours le destin qui fera qu'on va te découvrir. Laurent, quand je te suis à la télé, je pense, il m'a cité deux noms. Je pense à Hervé Diakese, et il m'a parlé d'un autre nom que j'ai oublié. Il dit, donnez le meilleur de vous-même parce que le peuple, notre pays en a besoin. Aujourd'hui, c'est vous qui devez porter le flambeau de notre avenir comme jeunesse. Et ça, j'en garde comme une Bible. Laurent Onyema, dans le Katanga, justement, vous parlez de Kiaboula, gouverneur. Kungo est parti, mais il y a quand même quelques... Aujourd'hui, le Katanga, je parle du Haut-Katanga, je parle du Katanga en général, c'est quand même des fractions, chacun dans son coin. Il y a un gouverneur qui est jeune, redouté par certains, rejeté par d'autres. Quel regard vous portez sur Kiaboula? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il mérite sa place de gouverneur? Parce qu'on sait quand même que ces détracteurs disent de lui qu'il est allé lécher un peu les bottes au niveau de l'union sacrée pour se maintenir au pouvoir. Quel regard vous portez sur ces jeunes gouverneurs? Tu sais, la plupart des fois que nous faisons des analyses parce que nous devons aller sur des clichés des partis politiques, nous nous trompons. Tu sais que j'ai fait mon modeste recherche sur les questions des partis politiques. Dans ces pays, ce qui a dilué l'action étatique ou au niveau de l'accès à la responsabilité, c'est uniquement à cause des étoiles des partis politiques. Nos responsables sont caractérisés par une inconstance politique à outrance, une incompétence de gestion hippopotamesque, une érosion des valeurs scientifiques et morales, je voudrais dire gigantesques, au point que vous ne pouvez rien attendre de ces gens. Les gens tournent les pouces. Il y a combien de gens qui sont à leur place? Il y a combien de gens? Vous avez vu dans ces pays des ministres en train de se masturber sous le drapeau. Vous avez vu dans ces pays des discours où, même si on ne dit pas que nous sommes dans un pays où le français n'est pas notre langue maternelle, mais il est des fautes quand vous les commettez, vous êtes au niveau élevé, ça frise la démission scientifique. On sent que même les réflexes des scientifiques ont démissionné en vous. Mais déposez l'éponge. Mais il y a encore des gens, excusez-moi de l'appeler garçon, c'est ma manière de traduire sa jeunesse, qui font la différence. Je n'ai jamais eu honte de le répéter avec Kiaboula, cher ami Perrault. Nous étions à Lubumbashi. J'étais à côté de mon ami Serge Kabongo. Nous descendons d'un avion. Mais je n'ai pas vu des militaires. Je n'ai pas vu des 4x4 cylindrés comme on le voit à Kinshasa ici. Mais j'ai vu un gouverneur dans sa 4x4 avec un policier, mais en train de faire l'inventaire des travaux. Depuis que Katumbi est parti, Katumbi visitait les travaux à une heure. Il n'y a personne qui a fait comme Kiaboula. Et comme si vous trouvez que c'est insuffisant, vous pensez qu'on doit évaluer Katumbi par rapport à l'Union sacrée. Dis-moi... Vous parlez de Kiaboula. Plutôt, je parle de Kiaboula. Dis-moi comment vous pouvez, dans le vent qui est né de l'Union sacrée,
vous maintenir pour faire le bien de la population si vous n'y adhérez pas? Dites-moi. Vous avez suivi le procès Mouyej. Vous trouvez intelligible. Vous trouvez intelligible ce qui s'est fait à l'Assemblée provinciale, mais ces gens se réclament élus du peuple. Tu as vu ce qui s'est passé avec Zéoé. Mais si le bonheur du peuple au Katangé passait par le fait que Kiaboula devait adhérer à l'Union sacrée pour finalement produire du travail qu'il est en train de produire, en quoi on peut le lui reprocher? Mais aujourd'hui, il faut voir les Katanga. Il n'y a pas de la magie. Ce n'est plus les Katanga qui avaient les Lolaba, qui avaient les Tanganyika. Aujourd'hui, c'est la ressource qui est justement de Haut-Katanga, mais le travail que Kiaboula est en train de faire. Et vous avez suivi des vidéos sur des travaux surfacturés, non Laurent Nimba, les travaux surfacturés, des problèmes de manque de maïs, des problèmes d'insécurité à Lubumbashi. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce que vous dites, travaux facturés, sous-facturés. Tu sais que la presse devait servir de levier pour accompagner notre développement, qui commence par le développement mental. Mais aujourd'hui, la presse devient beaucoup plus dans les incantations que dans les affirmations. Tous les médias qui ont droit sur eux aujourd'hui partent de buzz. Ils diffusent du n'importe quoi. Des accusations. Ils sont sur des dénonciations sans fondement. Quelqu'un peut démontrer que quelqu'un comme Kiaboula peut surfacturer quoi? Pour avoir quoi à la fin? Moi, ce qui compte pour moi, c'est que j'ai été ému de voir que, et aujourd'hui, c'est l'unique gouverneur, tu sais. L'unique gouverneur, parce que si vous allez dans une approche comparative, ou une approche comparée, pendant que vous parlez de Kiaboula, au même moment, vous voyez, par exemple, le gouverneur de Sankourou, qui, un jour, arrive au Sankourou. Comment il s'appelle d'ailleurs, les jeunes hommes? Stéphane Moukoumadi. Aujourd'hui, il a changé autant de gouvernements, mais ils n'ont jamais, je dis jamais, même été investis. Les Sankourou de Lambert Mende, de Chokitundu, d'Onusumba, de Lokole Lemba, de Sherban Okende, de Franck Djongo, d'Henriette Ouamou, de Ombapena Djonga, de Lutundula, de Mary Okunji, de Okoka, de Laurent Onyemba, de Wello. Ce Sankourou-là a fait 3 ans près aujourd'hui. On a un gouverneur avec un gouvernement provincial qui ne prête pas serment, hôpitaux qui ne sont pas investis. On a une assemblée provinciale où vous trouvez les députés. En fait, c'est à peine qu'ils peuvent prendre la parole. Je ne sais pas s'ils comprennent ce qu'on appelle édit. Ils sont même incapables de se mettre d'accord pour échanger sur la question du Sankourou. Mais tout ça, c'est à l'autel de politique. C'est téléguidé par Kinshasa. C'est téléguidé. Et moi, j'en appelle aux aînés que j'ai cités ici à se mettre d'accord autour de la table pour lever l'option sur ce que nous devons faire dans notre province. Mais quand vous parlez d'un Kiaboula qui fait ça au Katanga et que vous comparez au Sankourou, c'est sans photo. Et donc, nous, comme jeunes Pérou, nous avons l'obligation, je vous l'ai dit, politique, scientifique, éthique, sociale, d'encourager ceux des nôtres qui font la différence. Et j'ai dit au gouverneur, et je peux te le jurer, ok, j'ai vu Kiaboula une fois à mon hôtel, un matin, et je l'ai salué à la main, on a pris la photo. Il ne m'a jamais reçu dans son bureau. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son téléphone, je n'en ai pas besoin, mais je me suis donné comme devoir de dire, quand nos frères font la différence, il faut les encourager. Un matin, il est sorti, il a consulté tous les anciens gouverneurs. Il a commencé par Moïse Katumbi, il est allé chez Kazembe, il est allé chez Pandé, et il a comme ça tous les rétroviseurs de la gestion du Katanga. Mais il y a du fruit qui est là. Et n'attendez pas seulement que le gouverneur fasse la magie. Il y a le gouverneur, le président Moïse Katumbi, qui a des réserves incommensurables, par exemple, de maïs. Vous pensez que s'il n'y a pas de maïs au Katanga, si le gouverneur Kiaboula prend son téléphone, il appelle Moïse Katumbi, et je lui ai dit, en son temps, en titre de conseil, il dit, tu veux réussir bien au Katanga, réfère-toi, tu as ton grand frère qui peut te servir de conseiller, sans payer de l'argent. Il va dire, grand frère, Hatouko, on a quelque chose ici, ils vont faire, c'est ça la synergie, c'est ça les PPPP. Ok? Il faut un partenariat. Les privés doivent accompagner l'État. L'État est fort quand les privés sont forts. Et ça, il faut saluer l'action de Jacques Kiaboula. Et j'estime que tu l'as compris maintenant, que nous avons l'obligation de nous encourager. Autant que j'ai encouragé Mouyej.
Mais justement, parlons-en Mouyej pour quitter le Grand Katanga. Il a été démis de ses fonctions, défenestré par l'Assemblée provinciale de Lualaba. Vous dites que vous avez été scandalisé par la procédure qui amène aujourd'hui à la déchéance du gouverneur Mouyej. Tu sais, la Cour constitutionnelle a déjà jugé plusieurs cas dans cette approche-là. Le droit de la défense, c'est constitutionnel et sacré. Vous aurez beau être Assemblée provinciale, vous aurez beau être Union sacrée, vous voulez bien faire plaisir à Fifi Masuka, la maintenir ou n'est pas la maintenir, vous ne pouvez pas voir un gouverneur partir pour se soigner, revenir à Kinshasa, s'installer, il veut prendre son avion, on dit non, non, on va te libérer. Et le jour où on commence à voir que la marmite bouge pour qu'il arrive à là-bas, il y a quand même une plénière qui se penche sur un fameux rapport de l'IGF et le gouverneur est déchu sans l'avoir entendu. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Même ta femme, même quand tu la trouves en flagrant délit, il y a une manière de la répudier. Même la loi le prévoit. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un homme fort qui dicte tout, qui fait tout, le lendemain, il y a des hommes forts. Dans ces pays, nous avons connu AKM. Nous avons connu AKM. Et que le jour où la nature a décidé autrement, il y a eu jungle. Il faut moraliser les décisions que nous prenons. Même quand ce n'est pas pour nous, même quand c'est contre nous, respectons. Tu sais, toi tu fais le droit et je t'ai toujours encouragé parce que j'estime que tu n'es pas de l'école de Sayou. Tu es dans une université respectable. Je t'ai toujours dit, hein, le droit n'a aucun sens sans la procédure. C'est aussi ça. On l'a dit dans une autre manière de dire, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Autant que la manière de faire vaut mieux que ce que l'on fait. Vous aurez beau maintenir Fimasuka pour garantir les intérêts des uns et des autres, parfois d'un groupe d'individus. Et suivez mon regard, vous le savez, il faut m'accompagner dans ce que je dis. Ok? Mais vous n'avez pas besoin de torpiller la procédure. Parce que l'histoire va s'écrire. Et quand l'histoire s'écrit, c'est génération en génération, on saura qu'il y a eu un Piro qui devait prendre la décision. Il ne l'a pas prise. Et c'est sous le regard, je voulais dire, impuissant du ministre de l'Intérieur. Qui, lui, à son temps, était en train de critiquer cette gestion, mais qu'aujourd'hui, sort par exemple la liste des provinces où on doit faire les élections, et il met par exemple Congo central. Je me suis mis, j'ai dit, Seigneur, mais la loi sur les élections, la loi sur la plutôt la Constitution prévoit des mécanismes pour organiser les élections. Comment vous voulez, par exemple, organiser les élections à tel poste de gouverneur et laisser le vice-gouverneur? Mais en droit électoral, ils sont élus dans un même ticket. Ça signifie que si le gouverneur tombe, automatiquement le vice-gouverneur est tombé. Mais on a voulu, pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas un vide, que le vice-gouverneur fasse l'intérim. Mais en réalité, on ne peut pas laisser, par exemple, il y a eu un ticket de gouverneur et vice-gouverneur, ils sont tombés. Vous estimez chez vous que le vice-gouverneur remplace le gouverneur et on organise les élections. Pero, tu sais, j'encourage que tu fasses le droit parce que le droit, c'est la science mère. Même un médecin, pour qu'il s'appelle médecin, il faut qu'il y ait la sanction d'un texte. Et c'est ça la beauté du droit. Le jour où vous allez comprendre la procédure, maîtriser la procédure, vous allez voir que tout devient votre dada. Donc, Mouyej a été illégalement sanctionné, vous voulez dire? Illégalement sanctionné, et que si cette affaire-là est amenée devant la Cour constitutionnelle et que la requête est bien rédigée sur des moyens de recevabilité, on va absolument casser la décision de l'Assemblée provinciale. Il y a une jurisprudence de Richard Ndambou. J'en étais encore avocat. Ok? Sur le principe, les droits de la défense. Et la jurisprudence, elle est légion à la Cour. Mais s'il n'a pas gain de cause, on saura que c'est l'approche politique.
Maintenant, je me pose la question, est-ce que tout va être gouverné par la politique? Est-ce que lui-même... Si c'est oui, qu'est-ce qui va en rester de l'état de droit? Est-ce que lui-même aussi a-t-il vraiment l'intention d'y aller jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle? Je doute encore de ce que je vois. J'ai comme l'impression qu'il ne va pas aller à demander l'intervention de la Cour constitutionnelle. Mais ça, c'est aussi l'union sacrée, Laurent Onyemba. Katumbi dit qu'aujourd'hui, l'union sacrée n'a pas de cadre de concertation. Il y a quelques petits problèmes aussi. Est-ce que vous pensez que, à l'allure où vont les choses, l'union sacrée a un avenir? Vous connaissez mon point de vue sur l'union sacrée. Je ne discute pas sur une structure qui n'a pas de cadre juridique. Dans ce pays, il y a la loi qui organise toute structure qui existe. Ces lois-là sont là. OK? À l'absence d'un cadre juridique, tout ce qui existe est utopique. Ou c'est à dimension oligarchique à devoir dompter des consciences. Vous y êtes allé sans cela, non? Quand Katumbi est venu dans l'Union sacrée, il savait qu'il n'y avait pas de cadre de concertation. Il savait qu'il n'y avait pas de charte. Et pourtant, il est quand même venu et il a adhéré. Mais Pérou, quand tu as déjà été dans des corporations, non? Quand on crée une structure, on ne confectionne pas d'abord un texte par une tête et après on vient vous le soumettre. Le président Moïse Katumbi est cofondateur de l'Union sacrée. Il fallait un cadre de concertation. Il était d'abord en ce moment-là un cri d'alerte du président qui a dit le pays va mal. Et qu'il consultait tous les Congolais. Vous connaissez le concept? Tous les Congolais qui ont quoi? Vous avez oublié. C'est-à-dire que vous ne suivez pas la politique au quotidien. Le président a dit tous les Congolais qui représentent une quelconque puissance sociale. Ça, je le dis à ma manière. Et je peux vous regarder encore aujourd'hui dans les yeux, 2 ans après, une année après, que l'Union sacrée n'aurait pas eu corps sans l'idée, bien sûr, du président à consulter les forces vives et les Congolais les plus représentatifs. Le mot est venu. Mais surtout, l'Union sacrée n'aurait jamais eu de sens sans Jean-Pierre Bemba, sans Moïse Katumbi. Et que, comme nous sommes partis de ce cadre-là, il fallait donner un corps et un cadre juridique à la structure. Et les travaux, on a confié la dynamique à Modeste Bahati qui en était l'informateur. Et on n'a pas voulu. Modeste Bahati a convoqué 2-3 fois la réunion. Il y a eu celui qui se considère être le plus gros faucon de l'Union sacrée qui n'est pas venu. Une sorte de désaveu. Et donc l'Union sacrée n'a jamais eu de cadre. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de faire du surplace parce que on donne les fonctions sans consulter les uns, sans consulter les autres, et on vous donne, selon que on vous brandit des principes qui n'ont aucun soubassement. Ok? On a nommé des gens dans les entreprises sans consulter ni les Katumbi ni les autres, et j'estime que l'Union sacrée n'ayant pas un cadre juridique, n'est pas une structure qui existe. Donc, on ne peut pas dire que l'Union sacrée... Vous persistez donc, vous signez, Katumbi n'a pas sa place là-bas, il faut quitter. Non, mais... Ici, sur ce plateau, vous avez dit, monsieur le président, on quitte cette affaire. Je l'avais déjà dit. Pas qu'il faut de la volonté. Vous le réitérez. Il faut de la volonté. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, à nous respecter au prorata de ce que nous valons, ça vaut la peine de partir. Il n'y a pas de honte. Il n'y a personne qui va en mourir. Toi, tu as appris qu'il y a un ministre qui a construit une villa à Moïse Katumbi, le fait que nous sommes à l'Union sacrée. Au jour d'aujourd'hui, on va nommer dans les entreprises publiques, on n'a pas consulté Moïse Katumbi. On a dit Union sacrée. Bon, on va donner des responsabilités au niveau de la CENI. Dites-moi, quelles sont les fonctions que je suis censé occuper parce que, du point de vue numérique, ok, c'est la première force de l'Union sacrée. La première force organisée et homogène. Ce sont les députés qui se reconnaissent à Moïse Katumbi. Et tous ces débats-là sont occultés par la volonté politique parce qu'on brandit l'épouvantail de 2023. Ça ne va pas marcher de cette manière-là. Donc vous êtes là dans la frustration, vous êtes frustré au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de frustration, c'est un jeu politique, c'est carte sur table. C'est carte sur table. C'est à prendre ou à laisser. C'est dans un mariage politique, eh bien, nous devons nous mettre d'accord sur des principes directeurs. On va terminer cette émission, on est à la 50e minute, monsieur Laurent Onyemba. Donc, on va parler quand même un peu de ces jeux de ping-pong qui a eu lieu
entre l'IGF et le ministre de l'EPST et Jules Alengeti. On sent également qu'il y a quelques petits soucis des inspecteurs des finances au niveau du ministère des Transports. J'ai du mal à vous poser cette question parce que j'ai l'impression que vous n'avez jamais cru en Alengeti. Aujourd'hui, sa patrouille financière démontre effectivement que les recettes de l'État ont pris de l'envol. Beaucoup déjà sont en train de les saluer. Vous maintenez le cap. Alengeti ne fait pas bien son travail. Bon, écoutez, je ne suis pas venu ici parler des hommes. Je parle des principes. Vous avez évoqué 2 ministères. Le premier, vous avez parlé de... Ministère des Transports et de l'EPST. Et de l'EPST. Je commence par le ministère des Transports. Je sais qu'il y a eu un jour, à la tête du ministère des Transports, un certain Chéribin Okende, dont l'expertise déjà au Parlement était indiscutable. Et déjà du point de vue moral et scientifique. Nommé ministre des Transports, donner du tonus au niveau de toutes les entreprises. Déjà que la dernière réforme opérée par Coopérep sur la transformation des entreprises a aujourd'hui dilué fondamentalement l'influence du ministère de tutelle, parce que quand vous regardez le ministère des Transports est resté, comment dirais-je, avec la branche de la tutelle technique. Mais quand un avion s'écrase en Djili, quand une moto est sur la piste, on recourt à Chéribin Okende. Mais il y a le ministère comment on l'appelle, le ministère de portefeuille, qui a la tutelle administrative et financière. Donc on demande à celui qui n'a pas les finances et l'administration à aller par exemple clôturer les aéroports. Mais que Chéribin Okende a décidé à un moment donné d'aller très haut, mettre la barre très haute pour planter l'action et la volonté du chef de l'État conformément à son secteur, et que aujourd'hui les résultats sont là. Maintenant, il est arrivé à un moment donné où le Congo a pris la présidence de ce qu'on appelle l'OMAOC, une organisation maritime africaine, et que ça faisait 20 ans que le Congo n'avait jamais cotisé à cette organisation, au point qu'on en était même président. Mais la vice-présidence était tenue par le Ghana. Et le Ghana a rappelé au Congo en disant, ça fait 20 ans que vous ne cotisez pas, mais vous n'organisez même pas les élections pour qu'on choisisse un autre pays pour prendre la présidence. Mais il faut rappeler que c'est dans le cadre de la politique du président, la politique d'ouverture. Et rappeler que le président Félix Tshisekedi est le président de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'IGF va avoir dans tout ça? Attends d'abord, je vous montre la démarche, parce qu'il faut amorcer la descente. Et le ministre Chéribin voit le président pour lui dire, nous sommes membres de l'OMAOC et voilà les conditionnalités qui sont plantées en face de nous. Autant que le Premier ministre, les deux dans le même sens, nous ne pouvons pas organiser cet événement. Il faut absolument aller au Ghana pour convaincre nos amis à nous laisser organiser cette activité. Et la mission a été faite, mais au niveau des moyens, ça a bloqué. Je vais être beaucoup plus court. Quand les moyens bloquent, on cherche l'argent, on se rend compte qu'il y a une redevance qu'on appelle ETEL, qui est perçue par l'ONATRA, ok, mais qui est détournée par l'ONATRA depuis des années. Mais que cette redevance ne peut être utilisée que par le ministre des Finances et le ministre des Transports. Le ministre des Transports donc rentre à la primature pour dire, nous avons trouvé une rubrique où il y a de l'argent disponible pour financer le fonctionnement de l'événement de l'OMAOC. Il donne donc toutes les autorisations. Et vous avez suivi le PCA de l'ONATRA, Mme Masumbuku et les autres sont montés au créneau, un peu comme pour alerter qu'il y a détournement. Mais ils se sont rendus compte à la fin que ça n'a jamais été... En fait, c'est l'ONATRA qui détournait, en lieu et pas de ce qu'eux appelaient détournement. Et c'est comme ça que l'IGF a entendu ce bruit, l'IGF est venu pour faire son travail d'évaluer à quel moment, d'où est parti l'argent et comment ça a été utilisé. Mais il faut dire ici que l'argent est sorti après justement l'événement, parce que les ministres s'est organisé avec ses efforts, parce que le chef d'État a dit nous devons gagner les paris de donc il n'y a pas eu de détournement là-bas. De la 8e session de l'OMAOC. Il n'y a donc pas eu de détournement, mais que cela n'interdit pas à l'IGF, écoutez, de faire son travail, parce que c'est cela aussi vérifier classiquement l'orthodoxie. Je n'ai pas dit que j'ai toujours été contre Alengeti. J'ai toujours été contre la campagne médiatique qui entoure certaines choses. Parce que quand les inspecteurs de l'IGF arrivent au ministère des Transports, aussitôt ils sont arrivés, aussitôt la presse a écrit que Chéribin Okende, Warrior, au centre
d'un détournement. C'est ça que nous dénonçons avec la dernière énergie. Ce qui s'est fait avec le ministre Tony Mwaba, moi, aussi pour Tony Mwaba, je pense que les gens ne le connaissent pas. Moi, je l'ai connu à la faculté de droit. Tony Mwaba ne peut pas détourner. Je n'ai pas dit que je peux me donner ma main à couper. Je ne suis pas ici ni son porte-parole, ni son membre de cabinet. Je ne peux pas le justifier. Mais quand j'ai suivi les péripéties de l'affaire Tony Mwaba contre Alengeti, je pense que Alengeti s'en est sorti déplumé complètement. Parce que dans le feuilleton Tony Mwaba et Alengeti n'a jamais démontré en quoi Tony Mwaba était mis en cause sur un moindre papier. D'ailleurs, c'est Tony Mwaba qui a mis l'État en situation confortable parce qu'il a interdit le paiement de 2 millions d'euros dans une situation floue. Et ce que nous dénonçons, c'est la politisation de l'action de l'Élysée parce que ni c'était la technicité de Tony Mwaba, ni c'était le fait que lui-même aussi soit de l'UDPS, si c'était un autre ministre de, de l'UNC ou d'Ensemble qui n'a pas pignon sur rue, ça aurait emporté Tony Mwaba. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites dans l'opinion de la présomption d'innocence, de l'honneur des gens? Vous battez en pâture l'honneur que les gens ont construit depuis des années. Ça, il faut les dénoncer. Donc, j'estime pour moi que il ne faut pas voir le détournement partout. Nous savons qu'il y a des tirets de ficelles du point de vue politique, mais que pour le cas, par exemple, du ministre des Transports, il n'a jamais été le cas d'un détournement, il n'a jamais été le cas d'une malversation financière quelconque, et les inspecteurs y travaillent. Je suppose qu'au bout de leur inspection, de leur travail, ils vont devoir vous démontrer noir sur blanc que Chéribin ne peut et n'a pris aucun dollar de l'État congolais. 1 heure d'émission. Laurent Niemba, merci d'être venu nous voir. Perrault, c'est moi qui vous remercie pour cette occasion. C'est chez vous, ici, revenez quand vous voulez. J'ai beaucoup adoré votre couleur, votre chemise, couleur verte. Ça m'a rappelé un peu la princesse Adèle Kaina qui s'habille toujours en vert. Il dit que c'est le symbole de la productivité, le symbole de... Voilà. Bienvenue et... Je ne commente pas ça. Non, je dis bon anniversaire à ton fils. Ah, bon anniversaire à mon fils Andy Loira. C'est 7 ans d'âge. Ouais, mon cadet. Bon, attends, qu'est-ce que je lui envoie? Je lui envoie un petit gâteau. Ok. Je lui envoie un petit gâteau. Ok. Quand c'est l'avocat de Matata qui promet un gâteau, ça veut dire que c'est un gâteau sucré, Seigneur. Bon, écoutez... Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.